suis Marielle Belmont. J'ai une formation un peu particulière parce qu'au départ, je suis ingénieure en nutrition. Donc je travaille en agroalimentaire. Et après, j'ai repassé le diplôme de diététicienne. Donc je suis installée depuis 5 ans en tant que diététicienne en libéral, donc en cabinet médical sur Meudon. Et le rôle d'une diététicienne, en fait, c'est de proposer des régimes alimentaires. Donc soit pour le bien portant qui veut perdre du poids, ou également des régimes alimentaires spécifiques pour les personnes qui ont des pathologies particulières. Qu'est-ce que l'obésité ? Alors on peut définir l'obésité comme un excès de tissu adipeux, c'est-à-dire de masse grasse, et qui se traduit par un excès de poids important. Alors en médical, on définit l'obésité avec un chiffre qui est l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est le rapport poids-taille, et cet indice de masse corporelle, quand il est supérieur ou égal à 30, on considère que la personne est en obésité. Par exemple, une femme qui mesurerait 1m63 et qui ferait 80 kg a un indice de masse corporelle de 30, donc elle est considérée en obésité. Mais alors, qu'est-ce que l'IMC ? Alors l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, donc c'est le poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Et quelles sont les différentes catégories d'IMC ? Alors on les classe entre l'IMC qui est entre 18 et 25, on considère qu'on est un poids normal. Donc il y a des grosses variations, ça dépend vraiment de la personne en fait. Si c'est une personne qui a plutôt les os fins, qui a une structure assez légère, elle va être plutôt dans les 18, et quelqu'un qui va avoir les os plus lourds et assez musclés par exemple va être plutôt dans les 25. Ensuite, entre 25 et 30, on est considéré en surpoids, et au-delà de 30, on est considéré en obésité. Alors, entre 30 et 35, l'IMC montre une obésité modérée de classe 1. Un IMC entre 35 et 40 est une obésité sévère, et au-delà de 40, c'est une obésité massive ou morbide, donc avec des forts risques de mortalité, de maladie, mais aussi de mortalité. Quels sont les différents types d'obésité ? Quelle différence existe-t-il entre ces types d'obésité ? Alors globalement, on définit 2 types d'obésité qui sont définis par rapport à la localisation de la masse grasse dans le corps. Donc on a l'obésité qu'on appelle plutôt androïde parce qu'elle est plutôt trouvée chez l'homme et qui va se situer plutôt au niveau de l'abdomen et au niveau de la poitrine. Et puis on a l'obésité qu'on appelle plutôt gynoïde parce qu'on va la trouver plutôt chez la femme, c'est plutôt la forme de poire, et qui va se situer, la graisse se situera dans ce cas-là au niveau des hanches, au niveau des fesses, au niveau des cuisses. Alors on considère que le premier type d'obésité, donc l'obésité androïde, est une obésité à fort risque pour la santé, beaucoup plus que l'obésité gynoïde, puisqu'il y a beaucoup plus de risques d'avoir notamment des maladies cardiovasculaires et du diabète. Alors, quels sont les facteurs responsables de l'obésité ? Alors c'est une bonne question parce que c'est une maladie, l'obésité, qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir et souvent il y a plusieurs de ces facteurs qu'on retrouve. Alors il y a déjà, le facteur génétique est un facteur qui existe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à stocker plus facilement, donc ça s'appelle les gènes de l'épargne, mais ça va être dans un certain environnement. Et donc d'autres facteurs vont être notamment évidemment l'alimentation, et dans un environnement par exemple où on a accès à une alimentation industrielle avec des supermarchés, dans un environnement de ville plutôt urbain, aliments sucrés, aliments gras, ça c'est un facteur important de risque. Un facteur également environnemental, c'est l'activité physique. C'est-à-dire qu'on sait qu'en ville, par exemple, on va moins faire d'activité qu'à la campagne, donc manque d'activité physique. Et puis il y a tous les facteurs aussi, ce qu'on appelle socioculturels, c'est-à-dire le facteur dans la famille qui a changé. Par exemple, on sait que quelqu'un qui reprend moins ses repas à la maison, qui va manger à l'extérieur, va avoir des repas plus déstructurés, plus de fast-food, donc des repas plus gras, plus de grignotage. Donc ça, ce sont des facteurs aussi importants. Et puis je dirais les facteurs économiques, parce qu'on est dans une société, on va dire, de consommation. Et les industries agroalimentaires nous créent beaucoup de produits, beaucoup d'aliments nouveaux qui nous donnent envie, la publicité, etc. Et donc ce facteur-là, dans cet environnement, fait qu'on a plus de sollicitations pour manger beaucoup et pour manger peut-être des choses qui ne sont pas forcément saines pour la santé. Comment le taux d'obésité a-t-il évolué ces dernières années ? Alors on sait qu'il a augmenté bien sûr, et il y a une étude qui est sortie dans la revue Lancet, qui est une revue scientifique qui est sortie là, début février, et qui montre que le nombre de personnes souffrant d'obésité dans le monde a doublé en 30 ans.
Donc ça fait à peu près un demi-milliard de personnes touchées par l'obésité dans le monde. Et par exemple, au Mexique, le pourcentage de personnes qui sont atteintes d'obésité est d'environ 30%, avec environ 25% pour les hommes et 35% pour les femmes. Donc pourquoi cette maladie se développe-t-elle de plus en plus à travers le monde et quel rôle joue la mondialisation? Alors effectivement, la mondialisation joue un rôle principal, je pense, notamment avec l'urbanisation et aussi avec l'offre. Alors il y a deux offres qui me paraissent agir sur l'obésité. C'est d'une part l'offre de nourriture et de boissons, qui s'est étendue dans le monde entier à quelque chose d'un peu standard. Donc les boissons sucrées, les sodas, les produits qui sont les aliments gras ou sucrés. Et puis également peut-être l'augmentation de l'offre dans les loisirs, des choses qu'on peut faire à la maison. Donc moins d'activité physique, comme par exemple les jeux vidéo, l'ordinateur, etc. Alors la pauvreté a-t-elle un rapport avec l'augmentation du taux d'obésité? Je pense que dans certains cas, oui. C'est-à-dire que dans certains pays coexistent encore l'obésité et la malnutrition. Donc c'est un peu paradoxal. Mais on observe que quand les populations vont plutôt à la ville, donc les populations urbaines, elles commencent à avoir un peu plus de revenus. Alors elles sont pauvres toujours, mais elles ont un peu plus de revenus. Et elles commencent à avoir accès aussi aux aliments industriels. Et donc elles vont acheter pour faire plaisir à leurs enfants des choses qui ne coûtent pas très cher, mais qui ne sont pas très saines du point de vue nutritionnel. Donc ça va être les gâteaux, les sodas, des portions énormes qui sont vendues pas très cher. Et tout ça concourt vraiment à l'augmentation de l'obésité dès l'enfance, en fait, dès les enfants. On sait que les enfants d'une famille pauvre ont 1,5 fois plus de chances d'être obèses qu'une famille riche, qui elle va peut-être avoir plus les moyens d'avoir des loisirs à l'extérieur, de faire du sport, de s'acheter des aliments un peu plus chers et qui sont plus sains, comme les fruits et légumes, la viande par exemple. Donc oui, je pense que l'obésité, la pauvreté et l'augmentation est en rapport avec l'augmentation de l'obésité, effectivement. Quelles sont les conséquences de l'obésité sur l'organisme et peut-elle déclencher certaines maladies ou entraîner la mort? Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut faire attention à ce surpoids et cette obésité. C'est qu'en fait, l'obésité peut créer différentes pathologies, notamment le diabète de type 2. Ce qu'on appelle le diabète de type 2, c'est le diabète qui apparaît avec l'âge. L'hypertension, les problèmes de cholestérol, c'est-à-dire qu'on va avoir trop de cholestérol dans le sang, donc problèmes aussi cardiovasculaires. Des problèmes articulaires, des problèmes d'apnée du sommeil. Et puis pour des obésités massives, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance respiratoire et la mort, effectivement, assez jeune dans certains cas. Il faut savoir que dans tous les cas, l'obésité raccourcit l'espérance de vie. Alors, quels sont les apports nutritionnels journaliers nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme? Bon, alors d'abord, il faut savoir que les apports nutritionnels conseillés, c'est une moyenne qu'on donne. Par exemple, je vous l'ai donné en France. Mais c'est une moyenne et tout dépend des gènes de la personne et tout dépend aussi de l'activité physique qui peut être très importante. Alors par exemple pour les hommes, en France, l'apport nutritionnel conseillé c'est entre 2000 et 3000 kcal par jour. Donc ça dépend si c'est un homme qui a une activité importante ou pas, une activité physique importante ou pas. Chez une femme, les apports conseillés sont entre 1800 et 2200 kcal par jour. Et chez l'enfant, évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant. Donc par exemple, un enfant de 3 ans va avoir des besoins d'environ 1200 kcal par jour et un adolescent jusqu'à 3000 kcal par jour. Donc ça, c'est vraiment des facteurs qui sont une moyenne, qui sont peut-être différents selon les pays, selon l'activité qu'on peut avoir et selon aussi les gènes. Rôle dans la progression de l'obésité. Oui, on sait que les gènes sont impliqués dans certains cas et qu'il y a des personnes en fait, qui ont des gènes qui sont prédisposées à prendre du poids. Et notamment, c'est le cas des Indiens Pima originaires du Mexique qui ont ce qu'on appelle un peu développé les gènes du stockage, c'est-à-dire qu'ils avaient des périodes dans leur cycle de l'année, des périodes de famine où ils mangeaient moins, où ils avaient moins de récoltes. Et du coup, ces personnes-là, leurs gènes se sont habitués à fonctionner à certaines périodes à l'économie. Et aujourd'hui, ils ont de la nourriture toute l'année. Et donc, ils stockent beaucoup plus facilement que le reste de la population. Et on sait que naturellement aussi, ils vont avoir des dépenses énergétiques de repos qui sont très faibles. Leur métabolisme de base est très faible, donc ils dépensent peu de calories. Et que du coup, s'ils ont un apport énergétique, un apport calorique trop important, ils ont plus de facilité à prendre du poids que la moyenne des personnes. Comment peut-on améliorer la lutte contre cette maladie et par quels moyens? Déjà, je pense au niveau des écoles, les enfants, il faut d'ailleurs, il existe des programmes dans les écoles, d'intervention dans les classes par les diététiciens,
soit au niveau de l'équilibre alimentaire, leur apprendre qu'est-ce que l'équilibre alimentaire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bien manger, mais également des ateliers, je pense, autour du goût, des fruits et légumes par exemple, et puis peut-être interdire aussi de la distribution ou la gratuité de certaines boissons ou aliments, notamment les boissons gazeuses sucrées ou les gâteaux. Après, la deuxième chose, c'est, je pense, au niveau des politiques publiques, des pouvoirs publics, notamment, je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans les bandes publicitaires, des bandeaux qui sont des informations, des petits rappels nutritionnels et diététiques, qui existent dans le monde entier, en France, au Mexique ou ailleurs. Et puis, la troisième chose dont on peut parler, c'est une prise en charge du patient obèse, mais plutôt pluridisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement la diététique, ça c'est une chose importante, mais il y a eu la création notamment de cliniques qui prennent en charge les patients obèses et qui contiennent notamment, il y a des diététiciens avec des ateliers nutrition pour apprendre à faire la cuisine de façon saine, faire ses courses, mais également la prise en charge sur l'exercice physique, donc réapprendre à faire de sport ou même de marcher tout simplement. Et puis tout ce qui est aussi thérapie, donc voir un psychologue, voir un psychiatre, parce qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de comportement alimentaire, donc apprendre à manger normalement, à manger plus lentement, pas avoir de comportement addictif avec la nourriture. Et puis éventuellement après, mais ça c'est vraiment dans des cas particuliers et qui sont des cas un peu entre guillemets désespérés, d'avoir recours soit aux médicaments, soit à la chirurgie, mais qui là est invalidante, donc c'est vraiment un dernier recours. Mais le plus important, je pense, c'est la prise en charge pluridisciplinaire avec donc la prise en charge diététique, le sport et la thérapie comportementale. Alors au Mexique par exemple, il est prévu, il y a déjà des cliniques qui sont ouvertes et je crois plus de 200 vont ouvrir prochainement. Et avec cette prise en charge pluridisciplinaire, notamment des ateliers nutrition avec des nutritionnistes, et puis une aide psychologique en parallèle. Au revoir.